Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série spéciale expatriation, certainement le dernier épisode, donc comme promis, questions-réponses. Donc voilà, on a sélectionné quelques-unes de vos questions donc qui revenaient le plus fréquemment parce qu'il y en a tellement qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais voilà, on va quand même essayer de faire le maximum. Donc aujourd'hui, spécial questions-réponses, donc ouais. Bah allez, c'est parti. En espérant que ça ne dure pas 40 minutes. Ouais, sinon on sera obligé de couper en plusieurs fois parce que ça va être trop long, mais allez, on y va. Il y a des questions qui sont plus ou moins longues à répondre et d'autres qui sont assez rapides, donc ça, je pense que ça ira. Ah bah allez. Donc déjà, première question, peux-tu nous parler de la loterie Green Card? Ah oui, alors donc effectivement je vous avais parlé, donc j'avais fait un épisode spécial Visa et Green Card et donc j'ai eu une question donc, qui me disait et la loterie alors? Parce que c'est vrai qu'effectivement il y a aussi la possibilité d'avoir sa Green Card par la loterie, mais alors là bah, c'est un peu comme au loto, hein. Celui qui gagne il a gagné, mais c'est très rare, donc voilà, il y a 0,0001% de chance pour que vous gagnez, mais bon on ne sait jamais, c'est toujours, on connaît un couple qui a gagné au bout de 30 ans qu'ils essayaient. Donc si vous êtes prêt à patienter 30 ans, pourquoi pas, c'est possible, voilà. Ou pas. Après je pense qu'il faut faire un gros dossier. Non en fait c'est en fait tu t'inscris par internet. D'ailleurs je l'avais fait moi pendant 3 ans d'affilée avant d'avoir la carte verte, je m'étais inscrit. C'est tout simplement on s'inscrit sur internet et en fait il faut remplir quand même un minimum de critères, oui, voilà. Et ensuite il y a un quota par pays, donc tout ça parce qu'en fait ils veulent non seulement une immigration choisie, donc de par les visas, par le travail, par tout ça, mais ils veulent aussi une partie aléatoire. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette fameuse loterie. Mais les Américains marchent tout statistiquement. Ouais voilà, c'est un peu statistique. Hein. Mais par contre ils ont prévu de la supprimer, cette fameuse loterie, dans les années à venir, peut-être même l'année prochaine. Donc ça je sais pas encore, mais j'avais lu ça en tout cas quelque part. Donc il se pourrait que ça soit supprimé. Mais bon, si votre objectif c'est d'avoir la carte verte, franchement n'attendez pas, c'est un peu comme si votre objectif c'est d'être riche, n'attendez pas de gagner au loto quoi, c'est un peu la même chose. Donc voilà, on passe à la suite. Non mais ça coûte rien. Ça coûte rien, donc quoique je sais pas, il y a peut-être des frais d'inscription, ah, je sais pas. Il faut vérifier. Bon allez, question suivante. Alors, sinon on va trop s'attarder. Peut-on tout quitter et venir travailler aux USA et ensuite avoir la green card? C'est possible ça ou pas? Ça dépend ce qu'on appelle tout quitter et avoir la green card, parce que moi c'est un peu ce que j'ai fait au final, c'est tout quitter, mais on ne peut pas arriver aux États-Unis sans rien et se dire je vais travailler, parce que c'est pas possible en fait. À moins d'être investisseur et dans ces cas-là. Oui non mais arriver tout lâcher sans rien, enfin, ça veut dire qu'on ne peut pas arriver, déjà quand on va aux États-Unis la première fois, on y va en visa touriste. Donc on ne peut pas travailler en tant que touriste, c'est interdit. Donc après, à moins de rester aux États-Unis illégalement, mais ça je le déconseille fortement, même s'il y en a énormément, parce que vous allez très vite de toute façon avoir les pires boulots qui existent, si vous trouvez un boulot au black. Et ensuite, il va falloir, de toute façon, être illégal aux États-Unis, on ne peut rien faire, quoi, parce que vous ne pourrez jamais avoir de location pour un appartement, un leasing voiture, une assurance santé, une assurance tout court, donc c'est la merde quoi, donc il vaut mieux faire ça dans les règles. Les employeurs ils n'emploient pas trop au black, étant donné que les charges de société sont beaucoup moins onéreuses. Ou alors après si dans des petits boulots vraiment que personne ne veut faire et qui sont payés à coup de lance-pierre, où on va t'exploiter, voilà, honnêtement ça vaut pas le coup du tout. Alors comment avez-vous fait pour rester motivé à fournir tous ces documents? On a failli lâcher plus d'une fois, des milliers de fois je dirais même. N'exagère pas les milliers de fois. Ouais peut-être. Mais c'est vrai que franchement on a failli abandonner plein de fois tellement c'est galère, parce qu'au final même le premier visa qui était déjà bien compliqué, franchement à chaque fois vous pensiez avoir fourni tous les documents nécessaires, avoir fait tous les efforts possibles, inimaginables, avoir payé tous les frais, et puis à chaque fois il y a un truc, bon ça je vous invite à revoir la vidéo sur les visas, mais je vous l'ai expliqué, c'est vraiment le... T'es content d'avoir tout donné et en fait au final tu te prends un retour de l'avocat où c'est pas bon et du coup ça fait up down, l'humeur. Et d'ailleurs le jour où on a eu
la réponse définitive de la carte verte, en fait on n'en pouvait tellement plus qu'on était parti, je crois, on est parti 3 jours en voiture, ouais, à Naples, de l'autre côté de la Floride. Ouais. En fait on n'en pouvait tellement plus, on voulait décrocher complètement. Et en fait on a finalement eu la réponse pendant ce petit court séjour. Mais on était prêt dans notre tête, on s'était dit mais tant pis, on va rentrer parce que franchement on n'en peut plus, on a dépensé plein d'argent, notre temps, notre énergie et voilà quoi. Donc ouais, effectivement ça a été en dents de scie tout le temps, mais à l'époque franchement pour moi c'était j'avais vraiment envie plus que tout d'avoir ça. Pour moi c'était vraiment le Graal. Si c'était à refaire aujourd'hui, oui, j'allais te poser la question parce que quelqu'un l'a posé, c'est ça? Alors vas-y, dis-moi. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu aujourd'hui, disons que presque 10 ans après, j'aurais pas la même motivation. Moi non plus. Ouais. Honnêtement, hein, franchement, maintenant, jeune, voilà, c'est pas qu'on est vieux, parce qu'à 38 ans, je peux pas dire que je suis vieux, mais disons qu'à 30 ans, c'était le moment où j'étais ultra motivé pour faire quelque chose de ma vie. Pour moi, c'était une époque charnière où j'aurais tout fait, j'ai tout fait d'ailleurs pour ça. Mais maintenant, à 38 ans, si je devais le refaire, je pense que j'aurais plus la même énergie, la même fougue que quand j'avais 30 ans. Ouais. Donc c'est pour ça que si c'est quitte à le faire, faites-le quand vous êtes jeune. Faites-le quand vous êtes jeune et que vous êtes à fond et que vous en avez vraiment envie quoi. Oui. Parce que honnêtement, tu as d'autres priorités, la vie elle change, tu prends de l'âge. Après peut-être parce qu'on a galéré toutes ces années et qu'au final on n'a plus envie de galérer autant maintenant. Oui, mais j'avoue que il faut le faire quand on est jeune, et à 30 ans j'avais beaucoup plus la foi et la pêche que je l'ai maintenant quoi. Ouais, donc alors, question suivante, pourquoi as-tu choisi les États-Unis? Les États-Unis, je l'avais déjà dit, mais pourquoi j'ai choisi les États-Unis? Déjà, c'était mon rêve depuis gamin, depuis ado. Quand je voyais un petit peu les films d'Arnold, de Schwarzenegger, de Van Damme et tout ça, je l'avais pas mal dit. Et du coup, voilà, mais du coup, les États-Unis pour moi c'était c'était le rêve américain. On pouvait en fait partir du jour au lendemain et réussir comme ces acteurs-là l'avaient fait à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est plus le. Ça c'était il y a 30 ans. Ouais, voilà. Donc, mais du coup ça m'inspirait quand même et voilà, moi j'ai toujours eu cette image d'Arnold qui a tout lâché de son petit pays du jour au lendemain pour au final réussir aux États-Unis comme il l'a fait, que ce soit dans le bodybuilding, dans le cinéma, dans la politique, mais dans tout, de toute façon il a réussi, c'est un truc de fou. Oui, donc d'ailleurs je vous conseille de lire sa biographie parce que ça m'a vachement inspiré aussi. Ouais. Et puis pour moi les États-Unis c'était je sais pas, le pays du bodybuilding, le pays du fitness, ça l'est toujours d'ailleurs, hein. Mais à l'époque, il y a 8 ans, la France, c'était pas aussi développé que ça au niveau du fitness. Il n'y avait pas de salle comme aujourd'hui, il n'y avait pas tout ça. Donc ça a bien changé. Dans laquelle tu as eu ta carte pro aussi. Voilà, donc c'est une des raisons aussi pour moi. Voilà, pour moi c'était aussi un rêve de devenir IFBB pro, et à l'époque, il y a 8 ans, c'était impossible de le faire ailleurs qu'aux États-Unis, ou alors quasiment infaisable quoi. C'était vraiment voilà. Aujourd'hui, la fédération elle est en Europe. Aujourd'hui, elle est mondiale. Aujourd'hui, tu pourrais. Tu pourrais concourir en Europe et le faire en Europe. Ouais. Mais voilà, c'est différent. Alors, une autre question, la santé est-elle vraiment comme on le dit? Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la santé, et d'ailleurs j'ai eu pas mal aussi de réflexions aussi sur ça, à l'époque où je m'étais fait opérer du dos et tout, de dire que j'étais rentré en France pour me faire opérer et compagnie. Donc il faut savoir une chose, c'est que quand on est expatrié depuis plus d'1 an ou 2 ans, je sais plus, en fait on n'a plus droit du tout à la sécurité sociale française, hein. Donc ça veut dire que nous, quand on rentre en France, si on doit se faire soigner en France, on doit payer nos soins, on doit payer l'hôpital, on doit payer tout. Donc au final pour nous c'est pas du tout intéressant, en plus avec le billet d'avion, avec tout le reste et compagnie. Donc voilà, donc c'est pas du tout la raison, c'était pas du tout ça. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, la santé effectivement ça fonctionne pas du tout comme en France, mais par contre en fait
on a beaucoup d'idées reçues sur ça aussi, et les médias veulent bien nous le faire aussi entendre, parce que, et puis bon, je vous rassure, c'est la même chose de l'autre côté, hein, quand on parle de la France aux médias américains, c'est aussi amplifié que l'inverse. Ouais. Donc quand vous entendez des choses dans les médias français qui parlent des États-Unis, c'est toujours amplifié, déformé, tout ce que vous voulez, et c'est souvent pas la réalité. Donc on a l'impression quand on est en France ou même ailleurs qu'au final aux États-Unis on laisse crever les gens comme ça dans la rue, que la santé c'est ultra cher et machin, etc. Donc en fait, c'est juste que le système est complètement différent, mais c'est totalement faux. Si on n'a aucun revenu aux États-Unis, c'est l'équivalent de la CMU en France, on ne paye pas nos soins. Donc Obamacare. Et après, la seule différence avec la CMU en France, c'est que en fait, quand on est en France, on a le droit de choisir son docteur, son médecin traitant. Bah, disons que quand c'est pas que tu n'as pas le droit, mais c'est qu'en fait, quand tu as l'Obamacare et tout ça, c'est par secteur, voilà, de par où tu habites. Et puis en général, voilà, ils t'orientent vers un médecin et tout ça. Mais sinon, voilà, quand on n'a pas de revenus, on ne paye pas ses soins, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à dire, parce que les gens pensent à tort qu'on laisse crever les gens qui n'ont pas les moyens aux États-Unis et tout ça. Donc c'est totalement faux. C'est que quand les gens perdent leur boulot, comme en France, 90% des employeurs participent à l'assurance maladie. Et du coup, si tu perds ton boulot, tu perds aussi en général ton assurance. Voilà. Les gens ont des difficultés et qu'on a l'impression que, s'ils font ce qu'il faut, voilà. Après ils ont l'Obamacare. Alors en fait, en général, quand on négocie un emploi avec son employeur, on négocie aussi l'assurance santé. Voilà. Donc du coup, on est couvert quand on travaille pour quelqu'un par notre employeur. Et du coup, effectivement, si on perd son boulot, on peut perdre son assurance santé. Mais dans tous les cas, justement, avec l'Obamacare, quand on perd son boulot, du coup, ses revenus qui chutent et du coup, on va avoir une aide du gouvernement. Donc, dans tous les cas, c'est pareil, on ne nous laisse pas crever non plus et tout ça. Et donc, en fait, si vous voulez, quand on est auto-entrepreneur ou qu'on a sa propre société, donc comme nous, par contre, on doit avoir une assurance santé. Et là, c'est pareil, c'est en fonction des revenus. Voilà. Donc en fait, en fonction des revenus, il y a un seuil de, je crois, c'est 25 000 $ par an ou un truc comme ça, en dessous duquel on ne paye absolument pas. Et après, c'est par échelon, en gros. On paye en fonction de nos moyens. Plus on gagne, au plus on gagne, au plus l'assurance va nous coûter cher. Et donc nous, à titre d'exemple, on doit payer entre 500 et 600 $ par mois d'assurance santé. Mais pour être couvert, on va dire à 80%, parce qu'on doit sortir quand même pas mal quand on va chez le docteur, par exemple. Dit dans une autre vidéo. Voilà. Vas-y, continue. Donc après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que quand on va chez le docteur, par exemple, le médecin ici aux États-Unis, du moins à Miami, c'est dans les 250 $ quand même. Donc c'est beaucoup, et du coup notre assurance nous rembourse une partie et nous on va quand même devoir payer 20 ou 30 $ ou 40 $, un peu plus si c'est un spécialiste, ça peut être 80, 90, malgré le fait qu'on paye notre assurance santé tous les mois. La différence avec la France, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sociale. C'est une assurance santé, voilà. En France, on a la Sécu qui prend 80% de la somme et la mutuelle qui prend un petit morceau. Ce qui fait qu'en règle générale, les Français ne payent pas ou payent un petit peu. Ici, il n'y a pas de Sécu. Donc l'assurance, elle prend à peu près entre 60 et 70%, ça dépend. En fait, au final, ici, c'est comme s'il y avait qu'une mutuelle au final. C'est comme s'il y avait qu'une mutuelle. Donc, mais sauf que, en fait, c'est juste qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'on a le choix d'en prendre ou de ne pas en prendre, mais par contre je crois que depuis Obama on est obligé d'en prendre une, sinon on peut avoir une amende qui est quand même assez élevée. Mais en fait on a le choix de choisir son assurance, donc on peut être couvert le minimum possible, ou alors d'avoir une assurance, par exemple nous si on voulait être couvert à 100% avec notre activité donc de chef d'entreprise, on devrait payer dans les 1500 par mois, dollars par mois donc d'assurance santé pour être couvert intégralement et ne rien avoir à sortir. Parce qu'en fait il faut savoir qu'ici il y a des franchises énormes, donc c'est-à-dire que quand radio, ça peut coûter très cher, ça peut coûter un IRM, ça peut coûter jusqu'à 4000 $. Et nous de notre poche, si je dois passer un IRM ici, ce qui m'est déjà arrivé, et que l'IRM par exemple il va envoyer la facture à l'assurance, et en fait ils sont malins aussi, parce qu'au plus on a une assurance qui est chère, et au plus ils vont faire payer, ils vont gonfler la facture. Ouais. Donc si on a une petite assurance, la facture va être plus basse, et si on a une assurance très élevée, la facture va être plus haute. Donc ça
c'est ça que je trouve qui est vraiment pénible aux États-Unis. Et du coup, par exemple, quand je passe des IRM ici ou des scanners, ça me coûte quand même 300-400 $ de ma poche, parce que l'assurance santé ne rembourse pas. Toi, tu as eu un examen aussi qui t'a coûté 1000 et quelques dollars. Une fois tu es allé aux urgences il y a quelques années, ça nous a coûté 500 $ pour la pour 2 heures ou 3 heures, il n'y a personne. Il n'y a personne. On a droit à son check-up une fois par an. Check-up complet, analyse de sang, analyse d'urine, tout le check-up. Voilà. En fait, ils préviennent avant de guérir, on va dire. Donc du coup, tu as le check-up complet et d'ailleurs, en fait, on voit la facture parce qu'on reçoit quand même une facture à la maison et avant que l'assurance prenne en charge. Et du coup, on voit que ce check-up complet, ils le font payer à l'assurance 2500 $, je crois, donc juste pour une simple analyse de sang et urine et quelques examens de routine. Mais voilà, c'est vrai que c'est très très cher, quoi. 20 balles en France, ouais, peut-être un peu plus, mais du coup, c'est vrai que quand même la santé est très chère aux États-Unis, ça c'est vrai. Mais après, il y a quand même des assurances, donc pour les ça. gens qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc il y a une somme qu'on ne peut pas dépasser par an de dépenses en fait santé, c'est-à-dire c'est le out of pocket maximum. Donc c'est important justement à savoir quand on choisit son assurance santé, parce que c'est quand même une grosse somme, mais ça veut dire que par exemple nous dans notre assurance, on ne peut pas dépasser, je crois 12 000 $ par an de soins. Donc ça veut dire qu'on ne va pas sortir de notre poche plus de 12 000 $ par an. Et après il y a aussi les franchises par contre qui sont aussi très élevées, et donc les franchises ça peut aller pareil de 10, 12 000, 14 000 $, ça peut monter quand même très très vite. Donc voilà, c'est un peu comme les franchises d'assurance voiture et tout ça, mais pour la santé. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même c'est pas un système idéal, mais bon, aucun système n'est parfait. Non, mais il y a des avantages et des inconvénients partout. Donc, voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'on vit aux États-Unis qu'on adhère avec tout ce qu'ils font, bien sûr. Tout le système, quoi. C'est clair qu'on est content d'être là, mais ça nous a permis d'avoir ce qu'on voulait, mais c'est pas non plus. On en parlera d'ailleurs avec les dernières questions justement qui viennent, ça on en reparlera. Alors donc, question suivante du coup, comment gères-tu l'esprit surdimensionné aux US, le fait que tout soit trop, enfin je sais pas, la surconsommation par exemple. Au début c'est un aspect négatif. Au début, en fait, c'est un petit peu ce qui nous attire quand on est plus jeune et tout ça, au final. Parce que c'est vrai on voit dans les séries américaines, souvent dans les films et tout, la démesure américaine, et c'est justement ce qui nous fait rêver au départ. C'est tout ça, quoi. C'est de montrer que tout est possible, que tout est énorme. Tout est fait pour que ce soit possible. C'est ça. Tout le système est fait comme ça. Ouais. C'est-à-dire que quand vous allez à un endroit, tout est fait pour que vous achetiez, tout est fait pour que vous ayez envie de consommer. Enfin, donc forcément, tout est possible, mais il faut avoir les moyens de ce tout est possible. Et justement, il faut avoir les moyens ou pas, parce que les Américains s'endettent énormément justement pour surconsommer. Et c'est ça qui nous choque, nous, Européens, parce qu'on n'est pas habitués à ça. C'est qu'aux États-Unis, en fait, on vous donne des cartes de crédit qui ne sont pas du tout les mêmes que nous en Europe et en France. C'est vraiment des cartes de crédit, mais on vous donne des sous que vous n'avez pas. Par contre, avec des taux d'intérêt de folie. Un peu comme les CGTEL ou. Ouais, c'est un petit peu ça. CTLM, pardon. C'est ça. Et du coup, le système. Comme si on vous donnait une carte CTLM et allons-y, quoi. Le système bancaire est complètement différent de nous. C'est-à-dire qu'ici, en fait, ça fonctionne avec ce qu'on appelle un credit score. Donc ça, on l'avait expliqué une fois aussi dans une vidéo. C'est-à-dire que le fait de rembourser ses paiements mensuels chaque mois, son crédit voiture, son téléphone, tout ça, en fait, ça fait augmenter ta note qui est le credit score. Et au plus cette note va être élevée, au plus après on va te prêter, que ce soit une carte de crédit, que ce soit pour un crédit voiture, un crédit maison et compagnie. Ça, on l'avait déjà expliqué, mais c'était dans la vidéo des différences États-Unis, France, États-Unis. Donc allez la checker si vous n'avez pas vu. Mais c'est vrai que le système bancaire est totalement différent. Et du coup, quand vous avez un crédit score un peu plus élevé, on vous donne un peu plus d'argent sur votre carte de crédit. Et par exemple, de la France où on vous prête sur ce que vous gagnez. Ouais. C'est ça.
Oui, oui. Du coup, nous, par exemple, sur notre société, on nous donne une carte de crédit à l'heure actuelle qui équivaut à 22 000 $. Donc c'est énorme, on se dit ah génial et tout ça, du coup, mais en fait c'est pas notre argent à nous, mais on va l'utiliser quand même pour payer tel ou tel truc. Et après, nous, on l'utilise pas, mais les gens sont des fois on n'a pas le choix, mais si on l'utilise, il faut être raisonnable et puis le rembourser très rapidement, parce que sinon c'est des intérêts qui vont de 20-25%, c'est énorme. Et du coup, là c'est comme ça que les Américains s'endettent, parce qu'ils n'ont pas une carte de crédit, ils en ont plein. Donc ils en ont sur le compte perso, sur le compte société, ils ont des cartes de crédit de Costco, de chaque magasin en fait. Parce que tous les magasins aux États-Unis vous font des cartes de crédit. Donc ils achètent tout à crédit en fait. Tout à crédit. Alors que nous on dit en France qu'on a une carte de crédit alors qu'en fait on a une carte de débit. Voilà. Ouais. Et du coup c'est pour ça que les Américains surconsomment et au final s'endettent. C'est comme ça. Oui, en fait ils ont envie d'un truc, ils l'achètent. Exactement. Donc, question suivante, penses-tu qu'il faille aller aux États-Unis jeune, 20, 21, 22 ans ou pas? Ben ça c'est un peu la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, hein. Comme je l'ai dit, au plus jeune tu y vas, au mieux c'est, mais il faut quand même avoir un minimum d'expérience, mais après ça dépend, parce que chacun peut réussir différemment. Vous pouvez y aller en tant qu'étudiant au début, à genre 18-20 ans, et du coup vous apprendrez peut-être un peu plus sur plein de choses, sur la langue aussi, tout ça, et puis au final, au plus on est jeune, au plus on arrive à apprendre, et au plus on est dynamique, au plus on a la volonté et la hargne de réussir. Moi j'ai pas pu le faire avant 30 ans, mais peut-être que j'aurais pu, je sais pas moi, 10 ans plus tôt, venir pour y faire mes études ou quoi, mais franchement pour moi c'était le bon moment. Pour moi c'était 30 ans, c'était le bon moment. Après je pense que comme on a dit tout à l'heure, maintenant à notre âge ça serait un peu plus compliqué, on aurait moins la hargne, l'envie, mais voilà, je pense que 20-30 ans c'est le bon âge. Ouais, c'est vrai. Alors ensuite, quels sont les meilleurs quartiers où habiter à Miami? Ça dépend, les meilleurs quartiers pour habiter à Miami, il y en a plein, ça dépend de ce qu'on recherche avant tout, quoi. Si on recherche à faire la fête, le quartier touristique, machin et tout ça, c'est plutôt South Beach, donc c'est le sud de Miami Beach, c'est la partie la plus chère, ouais, c'est un peu le Saint-Tropez de Miami, mais par contre moi j'y vivrai jamais, quoi, parce que c'est un truc, c'est la fête tout le temps, le bruit tout le temps sans arrêt, voilà, c'est pas fait pour y vivre en fait, c'est pour faire la fête quoi, mais franchement pour y vivre, moi je serais pas, j'y vivrais pas quoi, c'est pas... Après comme quartier il y a quoi? Donc après il y a les quartiers, il y a Brickell, ça c'est plus le centre, on va dire c'est plus le travail quoi, c'est plus le quartier d'affaires, mais il y a des gens qui y vivent aussi, c'est sympa, c'est plus ambiance ville, en fait ça fait un petit New York à Miami en fait, c'est un peu ça. Ouais. C'est plutôt sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le quartier Wynwood, qui est un peu art déco, un petit peu, c'est assez sympa. C'est là où il y a tous les immenses graphes sur les murs et tout ça. Donc il y a 10 ans de ça, c'était le quartier à éviter parce que c'était très mal famé et tout ça. Mais depuis, ça s'est complètement modifié, changé, transformé, des nouvelles constructions, des nouveaux commerces et tout. Maintenant, c'est super sécurisé et c'est tout neuf. Il y a plein d'immeubles neufs, c'est très beau. Les gens font des graphes sur tous les murs, c'est magnifique. Ouais. Après il y a les îles des milliardaires, mais bon comme son nom l'indique, c'est les îles des milliardaires, c'est inatteignable, franchement c'est pas possible. Après il y a on ne connaît pas tous les quartiers non plus de Miami, nous on vit dans une île, il y a North Bay. Notre île est sympa. Island aussi. Ouais, Normandie Island, il y a plein de petites îles aussi. Sunny Isle, après c'est plus la concentration des Russes de Miami, il y a des petites concentrations comme ça. Après il y a Aventura qui est un peu plus au nord. Voilà. Et après il y a plus au nord encore. Et puis après c'est plus Miami, mais c'est Fort Lauderdale, machin et tout ça. Donc oui, c'est vrai que si vous voulez une vie plus familiale, tranquille et tout ça, c'est plus du côté de Fort Lauderdale. Par contre, si vous voulez une vie plus familiale, mais que vous êtes beaucoup plus aisé, effectivement Coconut Grove ou Coral Gables, ça peut être un très bon quartier. Alors on dit Sunny Island, il y a beaucoup de communautés russes. Et Coral Gables, il y a beaucoup plus de Français. Ouais, aisé. Parce qu'en général, c'est... Il y a une école française aussi là-bas. Ouais, il y a une école française ou franco-américaine là-bas, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal aussi de Français et d'Européens. Mais c'est quand même un quartier qui est très très cher, les maisons sont très chères. Mais voilà, ça fait un petit peu méditerranéen, mais tropical quoi.
Alors quels sont, alors non, celle-là on vient de répondre, comment se passent les finances côté impôts et charges? Alors ça c'est vrai que c'est totalement différent de la France de toute façon. Alors en Floride, on a un peu plus de chance qu'ailleurs parce que c'est, si vous voulez, on paye les impôts, donc l'impôt fédéral que tout le monde paye, tous les États, la Floride y compris. Donc on paye un impôt fédéral et ensuite chaque État paye un impôt en plus. Donc en Floride, il se trouve qu'il n'y a pas d'impôt d'État. Donc on paye uniquement l'impôt fédéral. Donc, chaque État a son propre taux d'imposition en plus de l'impôt fédéral. Donc par exemple New York c'est un des plus, je crois que c'est dans les 40% ou un truc comme ça. Donc en fait si on vit à New York, on va payer l'équivalent de la France en termes d'impôts et de charges. Alors qu'à Miami, ce sera beaucoup moins parce qu'il n'y a pas d'impôt d'État, donc on paye uniquement l'impôt fédéral. Et en termes de société aussi, c'est beaucoup moindre. Hein. Je crois que nous, on doit tourner aux alentours de 15 à 20%, donc ce qui est peu. Et puis les impôts globaux ne dépassent pas les 30%. Le maximum de la tranche d'imposition ici, c'est 30%. Donc on est bien en dessous de nous, nos barèmes français. Donc voilà. Mais après, l'un dans l'autre, en Floride, ce qui se passe, c'est que la taxe foncière est très chère. Donc c'est de l'ordre de 2% du bien. Donc c'est quand même énorme. Donc ça par contre, je l'avais dit dans une vidéo, ça par contre c'est beaucoup plus haut que la France, donc voilà, il se rattrape quand même sur la taxe foncière. C'est aussi le fait pour ça que quand le bien augmente en valeur, la taxe foncière augmente en valeur. Oui, c'est ça. Mais par contre, voilà, en Floride, c'est quand même, la vie est quand même très chère, la bouffe est quand même très chère. Il n'y a que l'essence qui n'est pas chère. Moi, mon plein complet, ça me fait l'équivalent de 30-35 €, donc c'est vrai que c'est pas très cher. Mais après, c'est bon, il se rattrape quand même sur beaucoup de choses, tout ce qui est je sais pas, resto, tout ce qui est les courses, ça coûte plus cher aussi qu'en France. Comme j'ai dit, la taxe foncière, après toutes les assurances, la santé et compagnie. Donc au final, l'un dans l'autre, c'est kiff-kiff quoi. Alors, penses-tu qu'il est possible de tout lâcher, de vivre son American Dream sans avoir de situation financière importante? Ben, ça, on a un peu répondu. Ouais, on a un peu répondu à ça. En fait, c'est pas tellement la situation financière de départ. Malheureusement, ça dépend l'objectif au final. Ça dépend de l'objectif, mais malheureusement, il faudra quand même un minimum pour le visa, parce que de toute façon, il va falloir payer ton visa. Et, moi, je dis qu'avant de faire tout ça, il faut venir 3 mois en touriste, voir si c'est vraiment là qu'on veut vivre, et ensuite prendre la décision, parce que les gens disent ouais, ça fait rêver machin, mais entre être en vacances et y vivre, c'est deux choses complètement différentes. Pas pareil, ça c'est clair. Je veux dire, les gens, quand on est arrivé ici, combien de personnes nous ont dit alors c'est bien les vacances, mais on bosse quoi, on n'est pas tous les jours à la mer, donc enfin voilà, il faut c'est complètement différent. Et se faire une idée. Et venir 15 jours, 3 semaines, c'est pas du tout suffisant, c'est encore les vacances. Donc il faut venir, je pense, les 3 mois que vous avez droit en tant que touriste, de venir 3 mois, comme nous on a fait 3 mois, et 2 fois 3 mois dans l'année, déjà ça vous donne un plus gros aperçu. Chacun pense différemment, donc chacun peut avoir un objectif différent, et il y a des choses qui peuvent convenir aux uns et pas aux autres, donc enfin, faut mais tester. Ça me paraît vraiment difficile d'arriver aux États-Unis sans aucun sans aucune économie, étant donné que de toute façon il y aura forcément des frais d'avocat, d'immigration, de visa et compagnie. Donc je pense qu'il faut quand même un minimum mettre de côté avant de partir et de tout lâcher comme ça, ou alors si vous êtes prêt à vivre comme un clandestin, bon, je vous conseille pas quoi. Alors, a-t-on besoin d'être américain ou d'avoir un visa pour acheter un appartement aux USA, comme toi tu l'as fait? Pas du tout, puisque j'ai acheté mon appartement avant d'avoir mon premier visa, donc je l'ai acheté en tant que touriste, et absolument pas besoin ni d'être américain, ni d'avoir la carte verte, ni d'avoir de visa pour acheter. Et par contre, aussi on m'avait posé la question, est-ce que le fait d'avoir acheté un bien immobilier aux États-Unis, ça te permet d'avoir un visa? Absolument pas. Donc vous pouvez acheter autant de biens que vous voulez aux États-Unis, vous n'aurez jamais de visa, ça n'a aucun rapport. Oui. Donc voilà. Ou il y a peut-être une exception, c'est si on investit dans et par contre, on peut avoir la carte verte dans les quelques mois à venir si on investit plus d'1 million de dollars dans des. Mais c'est un visa investisseur. Mais il faut avoir $1 million. Voilà, non. Alors donc ça c'est bon. Les études dans le sport permettent-elles de travailler aux US? Ça c'est intéressant parce que
Alors oui et non, toi, parce que en fait les diplômes européens ne sont pas reconnus aux États-Unis, donc il faudra vous repasser des diplômes ici aux États-Unis. Ouais, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en fait, c'est pas comme l'Europe, donc là il faut tout repasser. Mais par contre, ce que je dis, c'est que moi tous mes diplômes m'ont servi pour mon visa. Ça m'a permis justement d'avoir ce visa qu'ils appellent Extraordinary Ability et montrer que j'étais expert dans mon domaine. Et donc ça m'a permis au final indirectement d'avoir mon visa. Donc c'est quand même super important au final. Et puis vu qu'on peut le dire, tu l'avais peut-être dit dans la dernière vidéo, tu avais quand même commencé à travailler, tu n'avais pas d'équivalence. Ah oui, bien sûr. Il a quand même exercé son métier de coach. Quand j'avais ma carte verte. Donc c'était... Ouais. Oui, mais bon. Quand bien même avec ou sans carte verte, tu n'as pas vraiment besoin d'équivalence. Non, c'est sûr. Je doute que tous les coachs sportifs... Je pense qu'ils sont pas, surtout à Miami, ils sont pas super regardants. À partir du moment où vous leur ramenez de la clientèle dans la salle, voilà, je pense que voilà, c'est ça. Voyez-vous vos familles aujourd'hui? Ben oui. Enfin. Non mais ça va, hein, on n'est pas rentré certes pendant Alors 2 ans oui, et demi, mais on voit quand même nos familles, on n'était pas rentré comme on vous l'avait dit pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, c'était en plus à l'époque des attentats et compagnie, et on n'était pas rentré parce qu'on était en procédure de carte verte et tout ça, qu'on ne pouvait pas sortir du territoire aussi, et qu'on avait trop de choses à faire, et du coup ma maman était quand même venue une fois, et mon papa aussi, mais c'était quand même vachement court. Pendant les 6 premières années quasiment, on a vu très peu notre famille quand même, donc ça faisait partie des sacrifices à faire, disons, pour pouvoir réussir tout ce qu'on a entrepris quoi en fait. Donc c'est vrai que ça a été, mais maintenant on se rattrape. On se rattrape maintenant et on en profite un peu plus. Justement, la question suivante, comment as-tu vécu la distance avec ta famille? En fait, bizarrement, au tout début, c'était pas un problème au tout début, parce qu'en fait, on était à fond. On était sur une logique, enfin, pas sur une, on était sur une lancée, et entre les visas, les cartes vertes, entre mes compétitions, on avait trop de choses à faire, et du coup, on n'avait pas le temps de penser au final. Donc, on s'appelait évidemment souvent, mais on était tellement dans le feu de l'action au final qu'on n'avait pas vraiment. On réfléchissait pas à ça, voilà. En fait. Du coup, le début, c'était pas tellement le problème. Je dirais que les 2-3 premières années, c'était pas trop un problème, mais par contre, c'est après. C'est que là, une fois qu'on a eu notre. On s'est posé, c'est ça. Au final, c'est une fois qu'on a eu notre carte verte et notre. C'est ça. Hein. Au moment où on a soufflé et qu'on s'est dit, merde. Ouais, c'est ça. Pas quel temps perdu, mais. Voilà. Non, on s'est dit c'était des sacrifices à faire, mais maintenant on rattrape le temps perdu et du coup maintenant effectivement on les voit plus souvent. Ouais, c'est vrai. Le plus dur pour toi entre avoir la carte verte ou quitter tes proches dans ton pays? Ce qui a été le plus dur, non, ça a été d'avoir la carte verte, clairement. Donc quitter tes proches, c'était pas dur? Non, parce qu'au début, au contraire, tout le monde t'encourage, toute la famille, les amis et tout ça, au contraire, ils te soutiennent dans ton projet. J'ai eu la chance qu'ils me soutiennent justement, et au contraire, je pense que ça leur aurait fait chier que je rentre avant sans avoir réussi ce que je voulais, parce qu'ils savaient que c'était mon rêve depuis toujours. Donc du coup, non, au contraire, c'était une bonne chose. Donc, et puis les difficultés de la carte verte, je vous en ai parlé dans tout un épisode, donc je ne vais pas y revenir là-dessus, mais franchement, non, c'était bien plus difficile. Alors, que souhaiterais-tu faire après ta carrière de bodybuilder? Au final, c'est ce que je fais depuis 2 ans, puisque j'ai arrêté les compétitions depuis 2 ans, même si je vais en refaire une bientôt. Du coup, j'ai continué même plus que jamais ma chaîne YouTube, plus que jamais les coachings. Bodybuilder, c'est pas un métier. Quand t'es pro aussi. Passion. Oui, c'est une passion avant tout, mais. Il est coach, donc que ce soit avant, pendant, après, il sera coach. Quoi. Oui. À la base. C'est pas un métier, quoi. À la base, je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, j'ai fait 7 ans d'études donc dans la musculation, le sport, la santé, etc. Donc à la base, je suis coach de formation. Donc de toute façon, après les compétitions, je serai toujours coach. Donc ça change rien. Donc il y en a qui m'ont dit qu'est-ce que tu feras à 50 ans et tout ça, mais pourquoi je ferais autre chose? Moi je vois, il
par exemple, mon ami Jameau, que vous connaissez certainement, il a plus de 50 ans, il est toujours coach, il a sa chaîne YouTube, il fait exactement comme moi, sauf qu'il ne fait pas de compète, mais sinon ça change absolument rien. Je pense pas qu'à 50 ans tu refasses de compète. Hein. Non, voilà. J'aurais plus envie, ça c'est sûr. Même après 40 ans, je pense pas que j'en aurais envie. Mais après, il y a plein de choses à faire. En fait, justement, c'est ça qui est bien, c'est que ces 8 années passées aux États-Unis, maintenant, ça m'a forgé un mental et une expérience qui me donne envie de faire plein de choses et de faire plein d'autres projets. Donc, si ça se trouve, à 50 ans, j'en sais rien, j'aurais peut-être pas changé de branche, mais j'aurais peut-être créé d'autres choses, créé d'autres sociétés, tout ça, tout autour du fitness, de la musculation. Mais affaire à suivre. Ouais. Alors, si tu... Alors, j'ai une question marrante. Enfin, c'est pas tout à fait une question. Salut Julien, si je passe sur Miami, je peux dormir chez toi, je te paye la whale. Vous pouvez venir me faire un coucou quand je m'entraîne à Elevation Fitness. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent, d'ailleurs chaque mois quasiment. Donc vous pouvez venir me faire un coucou là-bas. Mais après, pour dormir à l'appart, je pense pas que ça soit possible. Désolé. Déjà, quelle est votre décision concernant la nationalité? Voilà, ça va être une grosse décision à prendre.